Bonjour Sébastien Lévy. Bonjour Steve, bonjour à tous. Et merci de nous rejoindre en direct. Vous êtes le correspondant aux États-Unis de Radio J. À quelques heures, Sébastien, de l'investiture officielle de Donald Trump, quelle est l'ambiance dans le pays? Qu'est-ce qui a changé par rapport à sa première investiture? La principale différence, je dirais qu'il y a finalement assez peu d'ambiance ici aux États-Unis. Il n'y a pas du tout la crainte qu'il pouvait y avoir. Il y avait vraiment une espèce de tension très très forte dans le pays le 20 janvier 2017 à l'occasion de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Vous aviez à l'époque une immense manifestation qui avait été organisée notamment par The Women's March, une manifestation pour le droit des femmes. Vous aviez également des manifestants qui s'apprêtaient à aller défendre, défendre les immigrés dans un certain nombre d'aéroports comme JFK, puisque Trump allait signer un décret exécutif extrêmement agressif. Vous n'avez absolument pas cette ambiance aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez un pays qui est assez apaisé, un pays qui attend, Ça veut dire qu'on s'est habitué côté démocrate, qu'on s'est résigné à la mécanique Trump? Alors, je pense qu'il y a un coup de massue très fort que les démocrates ont pris. Et puis, la victoire n'est pas la même. D'abord, je pense que, comme vous le dites, les États-Unis ont pu se préparer puisque ça a déjà eu lieu. Les sondages, non, ça n'a pas été un choc absolu, la victoire de Trump, puisque les sondages étaient extrêmement serrés. Donc, je pense que le pays s'est fait à l'idée. Puis, le fait que Trump l'ait emporté au suffrage populaire et pas uniquement au collège électoral fait qu'à un moment donné, les gens se disent, voilà, Trump l'a emporté. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, d'une certaine façon, on sait à quoi s'attendre. Et puis, je rajouterai une autre chose. Oui. Vous avez également une ambiance qui est différente dans les milieux économiques, dans les milieux de la tech, dans les milieux médiatiques. Donc tout ça fait que oui, il y a une espèce de certaine résignation. Et puis les gens se disent, écoutez, on va laisser Trump gouverner. Mais en tous les cas, vous n'avez pas the outrage, comme on dit aux États-Unis, une espèce d'indignation qu'il y a dans le reste de la population, notamment dans les grandes villes à majorité démocrate comme New York ou Los Angeles. Le pays est extrêmement calme. On verra, il est possible qu'un certain nombre de décrets exécutifs changent la donne si ceux-ci vont trop loin au goût de cette population. Mais pour l'instant, le pays est extrêmement calme et pas de manifestations prévues aujourd'hui. Selon le Wall Street Journal, Donald Trump promettra dans son discours d'investiture une révolution du bon sens. Sébastien Lévy, ça pourrait signifier quoi concrètement? Alors, je pense qu'il y a un thème notamment, c'est sur les thèmes sociétaux. On a beaucoup parlé pendant la campagne du sujet woke, sur les transgenres par exemple. Donc, il est fort possible que une de ses premières missions exécutives concerne ça. Il veut apparaître comme effectivement le retour de l'Amérique, le bon père de famille, le bon sens. Donc, il est possible que vous ayez ça, mais vous allez aussi avoir un certain nombre d'autres mesures comme l'immigration. Le bon sens dans la doxa Trumpiste, c'est aussi par rapport à l'environnement. Vous allez sans doute avoir l'occasion de dire voilà, il faut qu'on ait une énergie bon marché. Nous avons, on peut forer un petit peu partout, notamment dans l'océan. Allons-y. Donc toutes les mesures qui avaient été prises par Joe Biden pour protéger un petit peu l'environnement et sur les forages, Donald Trump va sans doute revenir dessus. Ça fait partie du bon sens. Le bon sens, c'est aussi l'immigration. Donald Trump et les républicains estiment qu'il y a eu vraiment une invasion migratoire. Et c'est vrai que vous avez eu un pic migratoire dans les dernières années, un peu moins en 2024, mais 2022-2023. Le bon sens, c'est quoi? Fermer les frontières, contrôler les frontières. Donc en fait, c'est un moyen pour lui de préparer un peu le terrain sur les principales mesures qu'il veut prendre. Mais c'est aussi un moyen pour Donald Trump de dire je ne suis pas un extrémiste, c'est le bon sens. Et d'ailleurs, le slogan même Make America Great Again, il y a un retour, il y a la volonté de revenir à quelque chose, l'Amérique du bon sens, l'Amérique un peu traditionnelle et pas du tout une Amérique extrémiste. En tous les cas, c'est clairement le visage qu'il a envie et sans doute la teneur qu'il a envie de mettre dans son discours pour ne pas inquiéter ses opposants notamment. Alors à quelques heures de céder le pouvoir, Joe Biden a accordé ce matin une série de grâces préventives à des élus ou à des fonctionnaires pour les protéger, je cite, de poursuites judiciaires injustifiées et politiquement motivées. Il s'agit notamment de l'ancien chef d'état-major des armées, le général Mark Milley, l'ancien architecte de la stratégie anti-Covid de l'administration démocrate, Anthony Fauci. Pourquoi eux et pourquoi maintenant, Sébastien Lévy? C'est le paradoxe de cette présidence. Donc d'un côté, il y a la volonté de se dire c'est une présidence apaisée, le pays est calme. Puis de l'autre, vous avez dans le discours trumpiste, vous avez quand même des propos extrêmement durs et notamment la notion de retribution. Je serai la campagne de la retribution. Ça veut dire quoi? Une campagne de vengeance. Donald Trump n'a jamais pardonné à un certain nombre de personnes ou un certain nombre de procédures, notamment le département de la justice. Il estime avoir été lésé de l'élection en 2020 en n'ayant jamais prouvé que l'élection lui avait été volée, mais pour lui c'était important. Il estime aussi que Anthony Fauci l'a mal servi au cours du Covid et donc il a envie de se venger d'une certaine façon contre ce qu'il appelle l'État profond, the deep state. Donc Il y ils a un étaient certain clairement nombre de menacés personnes. sur le plan judiciaire.
Il a clairement dit qu'il donnerait mandat à son ministre de la Justice d'engager des poursuites judiciaires contre Mark Milley, le fameux chef d'état-major, contre Fauci, contre des gens du Congrès comme Adam Schiff ou Adam Kinzinger, qui avaient été extrêmement en pointe pour le dénoncer, et notamment l'assaut du 6 janvier. Il faut savoir que ce qu'il a dit sur Mark Milley, c'était de dire il serait passible de la cour martiale et d'un peloton d'exécution. On parle de choses assez sérieuses, non pas qu'il puisse le faire, mais le fait qu'il ait en tête une liste d'ennemis, c'est quelque chose de très important. C'est aussi une autre facette du Trumpisme que je pense qu'il est important de ne pas oublier. On a tendance aujourd'hui à dire bon, c'est un retour du bon sens, qui est aussi vrai, et c'est l'économie. C'est plus que ça, et c'est pour ça aussi que vous avez quand même une inquiétude dans la population qui ne se manifeste aujourd'hui pas, mais qui existe quand même. Et je pense que pour Joe Biden, c'était un moyen de protéger ces gens. C'est à double tranchant en même temps. Vous avez un certain nombre de personnes qui ont refusé ces pardons préemptifs, parce que ils disent je n'ai rien fait de mal. Par exemple, Adam Kinzinger, un ancien élu républicain anti-Trump, a dit je n'ai rien fait de mal, je ne veux pas être gracié parce que je n'ai rien à me reprocher. Mais en tous les cas, c'est à cette aune qu'il faut voir ce mouvement de Joe Biden, puisque vous avez énormément de gens qui sont très inquiets d'être demain poursuivis. Donald Trump s'est attribué hier en matière de politique étrangère la réussite des négociations entre Israël et le Hamas via des médiateurs, avec la libération de 3 premiers otages hier, enrayant du même coup l'administration et l'action de l'administration Biden. Est-ce qu'il dit vrai, Sébastien Lévy? Est-ce que son action et ses pressions ont été décisives ces dernières semaines et ces derniers jours? Alors, il dit vrai, mais de façon un petit peu incomplète. Je m'explique. L'accord en soi, l'accord tel qu'il a été négocié, est extrêmement proche de celui qui avait été proposé par Joe Biden au mois de mai, puis réitéré au mois de juillet. Donc, je dirais que la substance de l'accord est à peu près la même. Je rajouterais aussi que, et c'est à porter au crédit d'ailleurs des 2 administrations, Trump et Biden, ils ont travaillé ensemble. Aujourd'hui, Trump, et c'est de bonne guerre, fait de la politique pour dénoncer. Notamment les 2 conseillers à la sécurité nationale. Exactement, ont vraiment travaillé ensemble, et globalement, la nouvelle administration et l'ancienne administration ont travaillé ensemble. Là où Trump a raison, et je pense que beaucoup d'analystes israéliens d'ailleurs le reconnaissent, c'est que Trump a sans doute su exercer une pression plus forte que Joe Biden aurait pu le faire, puisque Donald Trump est un deal maker, il avait envie de cette victoire politique. Netanyahou, connaissant assez bien Donald Trump, s'est dit j'ai tout intérêt à le mettre finalement de mon côté et à accorder à Trump ce qu'il n'a pas apporté à Biden. Donc en ce sens, et à lui offrir cette victoire politique la veille de son investiture. Et exactement, lui offrir une victoire politique pour peut-être demain négocier en position de force. Donald Trump, on le sait, est un être transactionnel. Tu me donnes quelque chose, je te donne quelque chose. Netanyahou l'est aussi. Et il est possible que dans cette victoire qu'il ait donnée à Benjamin Netanyahou, il est possible que Netanyahou ait obtenu autre chose en échange. Évidemment, je n'en sais strictement rien. Mais en tous les cas, je pense que il faut clairement, porter au crédit de Trump cet accord, en sachant qu'il avait été aussi préparé par l'administration Biden. Donc c'est vraiment, pour moi, le crédit doit être apporté aux deux présidents, mais sans doute, vous avez un analyste politique qui dit donc qu'un ancien consul d'Israël à New York, Alon Pinkas, qui dit que si Kamala Harris avait été élue, il est fort possible que cet accord n'aurait pas vu le jour, parce que Benjamin Netanyahou n'aurait sans doute pas accédé aux demandes de Kamala Harris pour signer cet accord. Évidemment, on n'en sait rien, mais en tout cas, c'est une analyse qui existe. Et dans ce dossier, quel rôle a joué Miriam Aldelson, une des grands soutiens de Donald Trump pendant sa campagne aux côtés de Musk? Alors, il semble qu'elle ait joué un rôle important, et c'est intéressant aussi pour la suite, parce que Miriam Adelson clairement a dit il faut absolument prioriser le retour des otages, et il faut sans doute aller a priori pour l'arrêt de la guerre à Gaza. Mais ce qui est intéressant, c'est que Miriam Adelson, c'est la veuve de Sheldon Adelson. Miriam Adelson est plutôt donc à la droite sur l'échiquier politique israélien, et notamment elle prône également l'un des grands argentiers du passé, dans le passé du Likoud et créateur du quotidien Israël Hayom, qui était pendant très longtemps pro-Netanyahou. Exactement, qui est aujourd'hui un peu plus pro-Bennett que pro-Netanyahou. En revanche, sur le fond de la politique, Miriam Adelson est plutôt pour l'annexion de la Cisjordanie. Elle est très opposée à un État palestinien. Et là, c'est intéressant parce que peut-être on peut voir cet accord sur les otages à l'aune de ce que pense et ce que promeut une Miriam Adelson, en disant, et c'est peut-être ce qui a rassuré Netanyahou, en disant je fais un accord sur les otages, en revanche j'aurai l'aide notamment de Miriam Adelson et donc de Trump par rapport à l'annexion, et c'est possible ce qu'il a entre guillemets vendu à Smotrich pour que Smotrich ne démissionne pas encore du gouvernement. Un dernier mot sur TikTok, Sébastien Lévy. Le réseau social ne sera finalement pas interdit aux États-Unis. Le groupe chinois a été rétabli quelques heures après sa suspension hier aux États-Unis, et on a appris
que Xu Zhiqiu, le CEO de TikTok, devrait a priori être présent tout à l'heure à Washington lors de l'investiture. Est-ce que vous avez des informations sur le sujet? Est-ce que ça peut être considéré comme une victoire politique de Donald Trump? Alors, c'est clairement une victoire politique. Il suffit de voir aujourd'hui comment les jeunes réagissent et sont extrêmement reconnaissants en Trump d'avoir sauvé TikTok. Et ça s'inscrit encore une fois dans la démarche extrêmement transactionnelle de Donald Trump. Donald Qui a Trump dit en aimer TikTok, 2019 d'ailleurs. était il était extrêmement anti-TikTok. Aujourd'hui, il estime qu'il peut en bénéficier parce que, notamment, une part des jeunes assez significative a voté pour lui. Il a envie de les convaincre d'un point de vue électoral. Et puis, je rajoute une autre chose. La tech, on l'a dit, est beaucoup plus pro-Trump aujourd'hui, notamment sur les notions de free speech. Ouais. Et il y a aujourd'hui un fort rapprochement de Trump avec la tech. Ça s'inscrit là-dedans. Zuckerberg, Bezos, Musk. Et il est possible également qu'il y ait cet accord avec le patron de TikTok. Là encore, ça montre la nature transactionnelle de Trump. Si quelque chose lui est favorable, ben, il peut changer d'opinion et c'est clairement ce qui est en train de se passer avec TikTok. Merci beaucoup Sébastien Lévy d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le correspondant de Radio J aux États-Unis. Très bon après-midi, bonne investiture et à très bientôt. Merci. À bientôt.